Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. C'est sans doute l'une des déchéances les plus spectaculaires dont on a pu être témoin. Diddy, légende de l'industrie de la musique, accusé de diriger une entreprise criminelle responsable des pires crimes sur plusieurs décennies. Et si c'était vrai? Aujourd'hui, on connaît la réponse. Mais comment en est-on arrivé là? Vivez ou revivez chaque étape de la chute de Sean Diddy Combs. Yo, Cassie, tomorrow, I want you to shave the side of your head. And I was like, what the fuck kind of request is that? So when I'm like, what the fuck? So when I look up there, this white woman's side of her head was shaved, my nigga. And the bitch looked good with it. So I was looking at Cassie, I was like, you're not about to do that, are you? She said, well, I mean, whatever Sean wants, I'm gonna do. Cassie est de retour dans vos écrans pour en finir. Elle est partie s'asseoir dans son coin, elle a refait pousser ses cheveux et elle est revenue attraper la veste de Monsieur P. Diddy en personne. Cassie a déposé une plainte contre lui, l'accusant des pires choses que l'on peut imaginer. De toutes sortes de violences allant jusqu'au trafic d'êtres humains, ok? C'est pas des blagues. Bon, déjà, Cassie et Diddy sont sortis ensemble entre 2007 et 2018. Les dates ne sont pas vraiment fixes puisqu'ils ne se sont pas déclarés tout de suite. Déjà, Diddy était toujours en relation on and off avec sa baby mama Kim Porter à l'époque. Ça, c'est les choses que Diddy aime bien faire. Son couple avec Cassie a duré le temps qu'il a duré et ils se sont affichés ensemble. Mais bon, il l'a pas mariée non plus. On le disait à l'époque et on le dit encore aujourd'hui, Cassie c'était au mieux sa sidechick préférée. Peu de temps après leur rupture, elle s'est mise en couple avec son coach sportif. Ils se sont mariés, ont fait des enfants. En apparence, tout va bien pour elle aujourd'hui. Elle a l'air plus épanouie que jamais et elle a des choses à dire. De manière générale, elle parle d'abus de pouvoir. Diddy avait l'ascendant sur elle et l'a forcée à faire toutes sortes de choses. Elle l'a rencontré en 2005 alors qu'elle n'avait que 19 ans. Et très vite, c'est lui qui contrôlait tous les aspects de sa vie. Son argent, sa voiture, jusqu'à son dossier médical. Et sa musique aussi du coup. Il utilisait ça comme moyen de pression en mode si tu fais pas ce que je dis, tu sors pas de musique. Et qu'est-ce qu'il lui disait de faire? La forcer à prendre de la drogue en grande quantité, de la coke, de la kétamine. Elle devait aussi porter le flingue de Diddy dans son sac. Ne me demandez pas pourquoi. Cassie devait aussi participer au fantasme de Diddy. Son kiff, c'était de regarder et filmer Cassie en train de faire des choses à des gars. Pour ça, ils engageaient carrément des prostituées hommes et réservaient de grandes chambres d'hôtel. C'était très bien organisé, vous inquiétez pas. Diddy appelait ces rencontres les freak-offs. Elles impliquaient des costumes, des masques, de la lingerie. Ils ont fait ça pendant des années, dans des hôtels de luxe et à travers les États-Unis, et dans la maison de Diddy. La plainte dit qu'il a montré à Cassie comment chercher des sites d'escorte pour avoir des travailleurs du sexe homme. La drogue était distribuée durant ces événements. Cassie dit en avoir pris car elle lui permettait de dissocier son esprit durant ces horribles rencontres. En fait, là, ce qu'il faut capter, c'est que pour faire ces petites fêtes de psychopathes, Diddy prenait le jet et emmenait Cassie aux quatre coins du pays, dans des villes différentes, sans doute même des états différents. Et c'est ça qui permet de l'accuser de trafic d'êtres humains, en plus de tout le reste. Parce qu'il faisait voyager Cassie sans son consentement et la forçait à faire des trucs. Dans la plainte, Cassie détaille aussi plusieurs épisodes de violence physique, notamment quand elle a voulu prendre un nouvel agent, coup de poing jusqu'au sang, ou bien lorsqu'elle a tenté de s'échapper de leur chambre d'hôtel par exemple. Diddy l'aurait poursuivi dans le couloir ce jour-là. Cassie dit que les caméras de surveillance l'ont eu, mais que Diddy aurait payé l'hôtel 50 000 $ pour les images. Vous allez me dire, après toutes ces années, il n'y a personne autre que Cassie qui peut témoigner? Et bah justement, il se trouve qu'en 2012, Cassie est sortie avec le rappeur Kid Cudi, et ça n'a pas du tout plu à Diddy. Cassie mentionne cet épisode dans la plainte parce que Diddy aurait été tellement en colère qu'il aurait fait exploser la voiture de Kid Cudi. Je vous rassure, il n'était pas dedans. La voiture était garée devant chez lui. Mais Kid Cudi est cité dans la plainte car il a officiellement appuyé les déclarations de Cassie. Il a dit que tout est vrai. Finalement, la goutte, si on peut dire, ça a été en 2018. Après qu'ils aient dîné ensemble, Diddy s'est imposé dans l'appartement de Cassie et l'aurait agressée. Le genre d'agression qui commence par un V. Après ça, elle l'a quitté pour de bon. Plusieurs déclarations officielles ont déjà été faites de chaque côté. Cassie a commenté l'annonce de sa plainte.
Après des années dans le silence et les ténèbres, je suis enfin prête à raconter mon histoire et à parler pour moi-même ainsi qu'au bénéfice d'autres femmes qui ont traversé de la violence et des maltraitances dans leurs relations. L'un des avocats de Didi a dit que Didi dément avec force les allégations offensives et outrageuses. Durant les 6 derniers mois, Didi a été soumis aux demandes persistantes de Cassie de recevoir 30 millions de dollars sous la menace qu'elle écrive un livre à scandale à propos de leur relation. Demande qui a été rejetée vu que c'était clairement du chantage. Malgré qu'elle ait retiré sa menace initiale, Cassie s'est maintenant résolue à déposer une plainte ciselée de mensonges outrageux et sans fondement, dans le but de nuire à la réputation de Didi et chercher à gagner de l'argent. Donc, d'après Didi, Cassie veut les thunes. Je précise quand même que la plainte ne précise pas le genre de dommages que Cassie pourra demander. Elle ne parle pas d'argent pour l'instant. L'avocat de Cassie répond aussi que, en fait, Cassie et Didi ont tous les deux discuté avant que la plainte ne soit déposée. Et ce serait Didi qui aurait proposé un montant à 8 chiffres pour acheter le silence de Cassie et éviter qu'elle dépose plainte. Mais elle aurait refusé. Voilà, ça y est, vous connaissez les détails. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On est là, on se regarde. On va faire semblant ou pas ? Dites-moi, comme ça je suis prête. Didi qui agresse des femmes et qui a des pratiques sexuelles douteuses. Est-ce que c'est si difficile à croire, franchement ? C'est littéralement la réputation qui se traîne depuis 150 ans qu'il est dans le game. On sait déjà qu'il maltraitait sa baby mama Kim Porter. On le soupçonne aussi de l'avoir buté, mais bon, ça c'est encore autre chose. Au minimum, il l'a déjà frappé. Je prétends pas connaître les intentions profondes de Cassie. Je sais pas ce qui a fait qu'elle parle maintenant. Pour info, à 1 semaine près, le délai de prescription allait être dépassé. Donc il fallait qu'elle le fasse au moins maintenant. Sinon, elle n'aurait jamais pu le faire. Mais c'est vrai aussi que Didi a sorti son album et il vient d'être nommé aux Grammys. Il est aussi en litige avec les studios Warner Bros. Sans parler de tous ces artistes de son label qui rêvent toujours de l'étouffer, même s'il leur a rendu leurs droits d'auteur. Bref, beaucoup de gens peuvent vouloir le piéger. Ou bien, Cassie peut très bien vouloir un bon gros paquet de thunes, tout simplement. Au moins en compensation de la carrière qu'il lui a jamais donnée. Ou alors, il est aussi malhonnête et pervers qu'il en a l'air. Et il est coupable. Le mari de Cassie a fait une petite story pour la soutenir. Normal. Et les anciennes membres du groupe d'Anity Kane, le groupe de Didi, soutiennent aussi Cassie. Je prie pour Cassie et sa famille, pour la paix et la guérison. Tu es belle et courageuse. J'ai essayé de vous le dire depuis des années. Prière pour cette reine. That's my secret weapon, you know. Cette histoire entre Cassie et Didi était en train de partir dans toutes les directions. Et c'est très intéressant de voir en direct live comment le pouvoir s'exerce dans cette industrie de psychopathes. Si vous n'êtes pas au courant de la plainte de Cassie contre Didi et des horribles accusations qui sont dedans, alors il s'agirait de vous réveiller là, c'est très grave ce qui se passe. Allez voir ma vidéo précédente pour tout comprendre. Directement après l'annonce de la plainte, il y a eu très vite un vent de soutien envers Cassie. Non seulement dans l'opinion, mais aussi chez les stars. C'est pas tout le monde qui a parlé, mais quand même, rendez-vous compte qu'on parle de Didi, d'une des personnes les plus puissantes dans l'industrie. Déjà qu'en temps normal, les gens ont du mal à croire les victimes, mais là en plus, les gens qui parlent prennent de vrais risques en faisant ça. Je dis ça pour dire qu'on voit bien que l'industrie connaît les secrets de Brother Love. Pour moi, là, on est sur un Weinstein, R. Kelly et autres grands hommes de ce monde. Ouais, ok, il a pas été condamné, y a pas de procès, blablabla. J'ai mon opinion, vous avez la vôtre. Chacun fait comme il veut et ça va bien se passer. Bref, parmi les gens qui ont commencé la news, on a pu voir 50 Cent, qui se moque un peu de la situation. Il a jamais vraiment porté Didi dans son cœur. Michael Blackson nous fait remarquer que toute chose démoniaque que l'on fait reviendra nous hanter. Les membres de l'ancien groupe d'Anity Kane, formé par Didi, ont aussi parlé pour clairement soutenir Cassie. Je vous ai déjà parlé de Don Richard et Aubrey. Là, il y a aussi Dee Woods qui a encouragé Cassie. L'estime de soi, la paix d'esprit et le droit de parler de sa vérité. Cassie, tu es incroyablement courageuse de mettre la lumière sur ce que tu as enduré dans l'ombre. Je suis désolée que tu aies dû traverser ça seule. Kimora Lee Simmons nous dit qu'il est temps que les femmes se soutiennent entre elles. Et elle a fait cette story énigmatique. Alors que tu sèmes, tu dois également récolter. Alors elle est dans une position particulière. Parmi toutes les rumeurs qui courent sur Didi, il y a notamment le comportement border qu'il a pu avoir avec ses baby mamas, et en particulier Kim Porter. Il était physiquement violent avec elle, en plus de la tromper, la traiter comme une side chick, le traitement classique qu'il donne à toutes ses meufs. D'ailleurs, il lui faisait des gosses en même temps qu'il sortait avec Cassie. Sauf que Kim Porter est décédée il y a pas si longtemps, en 2018, et les causes de sa mort sont restées longtemps floues. Ça parle de pneumonie,
d'autres disent que ça a pas de sens. Ce qui se dit vraiment, c'est que c'est Didi qui s'est débarrassé d'elle, car elle prévoyait d'écrire un livre et de révéler tous ses secrets. Ce que je vous dis là, c'est de la pure rumeur, ok? Pas de preuves. Mais c'est le genre de rumeur qui persiste d'année en année. En plus, c'est marrant qu'on retrouve encore cette histoire de projet de livre maintenant. Rappelez-vous, l'avocat de Didi a dit que Cassie les menaçait de sortir un livre s'il crachait pas 30 millions de dollars. Bref, donc du coup, Kimora, c'est ça son lien avec cette histoire. C'était une des meilleures amies de Kim Porter. Elle était là quand l'ambulance est venue la chercher le jour de son décès. Kimora fait partie de ces célébrités de l'ancienne génération, ex-femme de Russell Simmons, aussi un très grand homme de ce monde. Elle sait tout, et voilà le genre de message qu'elle poste alors que Didi est accusé des pires trucs. Donc, ça montre bien qu'il y a anguille sous roche. I moved to New York City and I lived with Sean Puffy Combs for a year. That's the crazy thing. Now, that was L.A. Reid's idea, right? We're sending you over to something called Puffy Flavor Camp. There you go. He's In the 90s, do you understand what that's like? Yeah, but you were 13. What were you I seeing? went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. But I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. He said, yo, Gene, watch the door, don't let nobody come through here. And I said I watched the door. If I watched the door and him and a man ran out naked, and I said that, ain't nobody told me that. I saw that myself. Autre news intéressante, après la plainte de Cassie, on a appris que la police de New York aurait ouvert une enquête secrète impliquant Didi. On n'a pas eu plus de détails et de toute façon, peu importe, puisque très rapidement, genre le lendemain, la police de New York a sorti une déclaration officielle dans laquelle elle nie catégoriquement avoir ouvert une enquête sur Didi. Et puis de toute façon, le principe d'une enquête secrète, c'est de pas en parler. Je crois que c'est la base, non? En tout cas pour Didi, c'était la première étape de l'opération nettoyage. La suite, vous devez la connaître, Cassie a retiré sa plainte. En à peine 24 heures, elle a conclu un arrangement avec Didi et renonce donc à un procès contre lui. Les conditions de l'arrangement n'ont pas été rendues publiques. Cassie et Didi se sont exprimés. J'ai décidé de résoudre ce problème amicalement, selon les termes sur lesquels j'ai quelque peu de contrôle. Je veux remercier ma famille, fans et avocats pour leur soutien indéfectible. Nous avons décidé de résoudre ce problème amicalement. Je souhaite le meilleur à Cassie et sa famille. Amour. Love wins, y'all. Love wins. Voilà, donc si quelqu'un a attrapé la veste de Didi, c'était seulement pour la laver et la repasser. Et justement, qu'est-ce que vous pensez de Cassie dans tout ça? La majorité des gens l'ont soutenue parce que la majorité des gens savent que Didi est l'enfant de Satan. Mais il y a peut-être des choses à dire sur la posture qu'elle a choisi de prendre dans cette histoire. Il y a bien une personnalité qui a osé dire ce que certains pensent. C'est Paula Jai Parker, une actrice à l'ancienne dans les films Friday, Hustle and Flow. J'imagine que je suis juste une enfant des années 80 parce que j'ai cru Madame Nancy quand elle a dit « dites seulement non ». Je ne dis pas que ce n'est pas arrivé, je dis qu'elle ne se plaignait pas d'être sa femme et de la célébrité qui allait avec. À quel moment faire plaisir à ton homme, ça devient comme ça? C'est seulement les meufs qui datent des millionnaires tordus. J'essaie vraiment de voir où est la victime là. Mais est-ce que les esclaves sexuels ont le droit de choisir leur partenaire sexuel dans des hôtels 5 étoiles? J'en ai marre des femmes qui font des mauvais choix qui nous affectent toutes. Elles créent un précédent qui nous rend vulnérables. Désolée, mais je ne comprends pas. J'ai eu 19 ans et j'étais dans l'industrie. Et j'étais assez capable de dire non. Ouais, bon. Perso, je trouve qu'on est sur la parfaite représentante des pick-me. Donnez-lui sa couronne. Même si je peux comprendre où elle veut en venir, il y a pas mal de choses qui me dérangent dans ce qu'elle dit. Pourquoi vouloir absolument effacer tout l'aspect manipulation? Deux angles peuvent être vrais en même temps, tout simplement parce qu'on est dans la vraie vie et pas dans un dessin animé. Cassie était sans doute attirée par les flashs et le pouvoir de grands producteurs comme Ryan Leslie, comme Didi. Sa mère lui a sûrement dit qu'elle devait faire attention, mais comme toute jeune fille de 19 ans trop mature et posée, elle s'est dit que sa mère était trop ringarde et qu'elle saurait gérer. Et au final, on l'a retrouvée à 4 pattes dans la suite présidentielle du Hilton, parce qu'elle a mis les pieds dans un système très bien organisé qui existait déjà depuis longtemps avant qu'elle n'arrive. Évidemment qu'elle se plaint, elle s'est fait ken sur toute la ligne. Paula fait comme si à l'époque où Cassie était avec Didi, elle avait du succès. Son dernier single, c'était quand le jean taille basse était encore à la mode. Son seul espoir, c'était d'attendre que Didi veuille bien lui redonner une carrière. Du genre, si je pars maintenant,
il va exploser la voiture avec mon gars à l'intérieur cette fois. Et en plus, j'aurais sucé des escorts pour rien. Jusqu'au jour où elle a compris que Didi n'avait aucun projet pour elle. Mais la vérité, c'est que certaines femmes comme Paula envient les femmes comme Cassie, qui sont les favorites des producteurs, surtout lorsqu'elles ont à peine de talent. Mais à quelle heure ça devient de leur faute si elles sont la proie préférée des prédateurs? Paula, elle a entendu agression dans un hôtel 5 étoiles et elle est restée bloquée sur l'hôtel parce que c'est la vie qu'elle veut vivre, mais elle n'a pas un Didi pour lui proposer. Dire seulement non, ça marche quand on te demande ton avis et qu'on te fracasse pas le nez. Et encore, même dans ces cas-là, la manipulation est bien évidemment possible. He would call me a hoe every single day. Thinking back now, I think he did it because he wanted me to feel low about myself, like so that I stick around him because like no one would I don't know. We were at Meek's Mill's birthday. He had like a mansion party and Puff had like leaned forward to like talk to somebody, say hi or whatever. And so I turned over to Meek and I said, "Happy birthday." He put his hand out and then he was like, "Thank you." So I reached his hand and shook it. And as I shook Meek's hand, he turned around and saw it and he got so mad. When we got in the car, he like grabbed my hair and like cussed me out. He was like, "Why the fuck were you shaking his hand for?" Like just saying stuff like that. It was just I was like a jealous rage. Yeah, I was like, I was just saying happy birthday, nothing else. He thought I was trying to be sneaky behind his back. And then when we got to the hotel, it got even worse. He took one of my heels and tried to throw it at me. And then he like mushed my face and like really hard and made my nose bleed. I grew up watching my mom get beat by my dad, so that's all I knew. So I just thought it was normal and I thought it just meant he loved me. I wasn't willing to do what was expected of me, not talent-wise, but in other areas. And were other girls doing? I was the only one that was in those types of positions. Wow. When you look back on that, how does that feel? You know, I have such a love-hate with it all because I don't think I would have been able to be so successful in so many other areas had I not been trained under Diddy. He was the hardest person that you can work for, and it was torture. And not the work part of it, but the other stuff. Mind games. Like just all the girls were so divided and the men and the people running it had their hands in it, moving everything. And there was no Me Too at that time. There was no protecting anyone at that time. You signed 1 million NDAs and 1 million contracts that took away all your rights. So you really were operating in an environment that you had no control in. Ceci étant dit, je pense que c'est clair que Cassie voulait l'argent. Elle est revenue pour ça, elle l'a eu et elle repart, tout simplement. Tout le monde n'est pas une victime. Toutes les victimes ne sont pas traumatisées. Et surtout, toutes les victimes ne veulent pas la justice. Vos histoires de MeToo, c'est pas pour tout le monde. Elle est en discussion avec Didi depuis un moment déjà. Je pense que l'avocat disait la vérité. Elle a d'abord tenté de le faire chanter pour avoir 30 millions. Et comme il a pas voulu, elle a mis un coup de pression avec sa plainte. Et ça a été d'une efficacité inégalée. Elle va pouvoir vivre tranquille avec son coach sportif. Et pour ce qui est des victimes qui n'en sont pas, qu'est-ce qu'on fait pour Young Miami? Est-elle en danger? Est-ce qu'on appelle le 911? Pendant que Didi gérait ses problèmes, voilà un peu à quoi ressemblaient les réseaux de Young Miami. Elle, pour le coup, je pense pas qu'elle soit manipulée par Didi. Je pense que tous les deux trouvent leur compte dans cette relation. Pour plusieurs raisons, déjà Young Miami, c'est une City Girls. Toute son image de marque et l'esprit de son concept des City Girls, c'est les bad bitches qui se servent de ce qu'elles ont pour obtenir ce qu'elles veulent. C'est le guide spirituel des escort girls, influenceuses OnlyFans et autres stripteaseuses de Miami. C'est pas elle qui va être choquée par des plans à 3. Hey, take a shot if you like golden showers. I do. Golden showers, meaning when the guy pees on you? Pee on you everywhere? You like it? I just like it. You do? It's fun. Yeah. Like, you know, when you drunk and you just... And they just peeing all over your body? You just like, you know, pee in your butt, pee in pussy. And then y'all still have sex after? It depends. Like, you can pee on me in the shower. You can pee on me, like, once you come. Like, it just depends. Une preuve de plus que Didi est totalement dans cette vie de débauche. Mais en tout cas, vous inquiétez pas pour Young Miami. Elle est satisfaite des opportunités que Didi lui donne. Et lui, il est content de pisser sur quelqu'un qui est enthousiaste. Si vous pensiez que Didi avait continué sa vie tranquillement après l'affaire de Cassie, détrompez-vous. Cassie a littéralement lancé un mouvement. Et Didi essaye d'esquiver les procès façon Matrix depuis des mois maintenant. C'est plus ou moins toujours le même genre d'histoire. Didi qui nous sort le grand V sur des femmes, parfois mineures, parfois en groupe, et parfois en voyageant avec elles. Donc accusation de trafic d'êtres humains par-dessus le marché. Didi a toujours clamé son innocence pour absolument toutes les plaintes, même celle de Cassie. Trop, c'est trop. Pendant
Pendant ces dernières semaines, je me suis assis en silence et regardé les gens essayer d'attaquer ma personne, détruire ma réputation et mon héritage. Des accusations écœurantes ont été faites contre moi par des individus qui recherchent un jour de paix facile. Laissez-moi être absolument clair. Je n'ai fait aucune de ces supposées horribles choses. Je vais me battre pour mon nom, ma famille et pour la vérité. I did not have sexual relations with that woman. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you. Cette semaine, c'est son producteur de musique Lil Rod qui a déposé une plainte contre Diddy, son fils et leur entourage, où il détaille l'enfer de ce qu'il aurait vécu en travaillant avec Diddy sur son dernier album, ironiquement intitulé le Love Album. Alors on va essayer de résumer les choses car il y a beaucoup d'infos, mais surtout des détails à ne pas manquer. Lil Rod a travaillé sur le Love Album pendant 1 an, à partir de fin 2022. Constamment en contact avec Diddy, il habitait même avec lui pour les besoins de l'album. Il est crédité comme producteur sur près de la moitié des chansons, donc c'est bien réel. Diddy lui demandait tout le temps de le filmer, et parfois il prenait le téléphone de Lil Rod pour se filmer lui-même. C'est ainsi que Lil Rod prétend avoir en sa possession des centaines d'heures d'enregistrement où on voit Diddy, ses employés et ses invités faire des trucs illégaux. La liste est longue. Diddy qui met de la drogue dans les verres des meufs qu'il invite chez lui, des meufs qui sont des escortes mais aussi des mineurs. Une certaine Christina Corin gère les employés de Diddy et elle s'assure que Diddy ait toutes les escortes et toutes les drogues qu'il veut. Les employés circulent dans la villa avec des sacoches remplies de drogue pour pouvoir en donner à Diddy direct dès qu'il le demande. Vous voyez un peu l'ambiance. Pendant l'année qu'il a vécu avec Diddy, Lil Rod dit avoir été sexuellement harcelé par Diddy. Concrètement, Diddy voulait son boule et essayait tout le temps de le pressionner pour qu'il accepte ses avances. Il le touchait, il l'obligeait à faire des meetings tout nus, c'est-à-dire que Diddy était tout nu dans sa villa, ou bien même dans sa douche transparente, et forçait Lil Rod à être dans la pièce. Et genre, il se lave pendant qu'on parle de quelle chanson mettre sur l'album. Normal. Diddy forçait Lil Rod à lui commander des escortes et le forçait à coucher avec ses escortes. Lil Rod dit bien que c'était contre sa volonté, mais par moments, Diddy mettait aussi de la drogue dans son verre. Ce qui aide bien avec les fêtes de Diddy, c'est qu'on fait des rencontres. On peut trouver Young Miami qui prend de la coke, la cousine de Young Miami qui essaye de coucher avec Lil Rod sans son consentement. Clairement, Young Miami n'a pas trop de lourdes accusations contre elle dans la plainte, mais c'est pas très étonnant de la retrouver là, mêlée à des histoires louches, puisqu'on sait qu'elle et Diddy sont sur la même longueur d'onde. Elle, tant que l'argent coule à flot, elle est contente de participer. Elle s'était un jour embrouillée avec une ex de Diddy, la fille qui avait témoigné chez Tasha K, je sais pas si vous vous rappelez. Young Miami avait tweeté un truc qui confirmait un peu les pratiques sombres de Diddy. Si j'avais envie que tu me bouffes la techa, Diddy t'aurait mise à genoux, sale pute. Tu es une bouffeuse. Bref. Continuons notre fête privée. On retrouve Cuba Gooding Jr. qui veut aussi avoir sa part. Diddy aurait essayé de le maquer avec Lil Rod. Cuba lui aurait fait des avances insistantes et ne se serait calmé que lorsque Lil Rod lui a physiquement mis un stop. Certains rappeurs et autres chanteurs R&B apparaissent en langage codé dans la plainte. Vous aimez les devinettes ? On cherche un chanteur de R&B qui aurait couché avec des mineurs, quelqu'un qui possède un Grammy et qui a eu des problèmes avec la police pour avoir agressé une milliardaire barbadienne. Vous voyez, après ça se demande pourquoi on reste bloqué sur le passé. Toi-même, toi, débloque-toi de ton passé, et puis on voit. Pour essayer de convaincre Lil Rod, Diddy lui aurait aussi dit que c'était une pratique courante dans l'industrie et que par exemple, lui, il a couché avec un certain rappeur, un chanteur de R&B et Stevie J. On cherche un chanteur de R&B qui a fait une performance au Super Bowl et qui a eu une résidency à succès à Las Vegas. I moved to New York City, and I lived with Sean Puffy Combs for a year. That's the crazy thing. Now, that was L.A. Reid's idea, right? We're sending you over to something called Puffy Flavor Camp. There you go. He's in the 90s. Do you understand what that's like? Yeah, but you were 13. What were you seeing? I went there to see the lifestyle, right? And I saw it. But I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. My brother right here from day one, we used to wake up, and back in the days when he was like 10 and I was a little bit older, his older brother, we used to fight over the Frosted Flakes. On cherche un rappeur qui aurait eu des rapports avec des mineurs, avec des escortes et donc aussi avec Diddy, un rappeur de Philadelphie qui serait sorti avec Nicki Minaj. 5. He's a Philadelphia rapper who dated Nicki Minaj. Yo, Meek.
This nigga is saying that you and Diddy were fornicating. What the fuck? Me? Alors pour le coup, cette partie-là de la plainte n'a pas du tout plu à Meek Mill. En fait, pour être plus précise, il a eu une sorte de craquage émotionnel sur Twitter. Et on est tous d'accord que je vais pas m'asseoir pour traduire tout ça, ok? Apparemment, il est sous tension en ce moment parce qu'il s'apprête à sortir un nouveau projet en indépendant. Et donc pour lui, on essaye de le saboter. Academics, je t'ai déjà dit d'arrêter de jouer avec mon nom. Je sais pas ce que je vais te faire quand je te verrai. Ce sera toute une combinaison de trucs en tout cas. Je viens de Philly, je prends pas de coke ni de molly d'obsédé. Personne ne va même m'offrir de la coke. Aucun homme ou n'importe quoi ne va m'approcher avec ces histoires d'activités d'homo sans que je retourne toute la pièce. Je me réveille et je vois ça sur tous les blogs. Genre ils savent que mes sons arrivent. Lol. C'est pour ça que je traîne avec ces gars de l'industrie seulement avec mes vrais amis. Vous pourrez jamais me voir près de quelqu'un de l'industrie tout seul. Vous pourriez pas même discuter avec moi sans que mes gars rentrent dans la pièce. Ça a toujours été comme ça. Cherchons la plainte complète pour s'assurer que ça a pas été généré par un ordinateur. C'est clair que je vais tout déchirer. Vous allez voir beaucoup de mauvaise presse sur moi. Bah pourtant on dirait que c'est pas vraiment une nouvelle info. Vous savez comment ça marche. Les gens sont partis fouiller et ils ont trouvé Nicki Minaj en train d'insinuer des trucs. Do you think it's a lot of undercover brothers in the industry? Oh no, Queen. We don't know about that. Okay. 'Cause I do. A lot of these people that y'all want me to be with, be fake on the low gay, be abusive, mentally and physically and verbally. Hey, what's up, King Son? Man, you doing it, man. You deserve it, Daddy. You putting in that work. Proud of you. I love you. Yeah. Les trucs qu'ils disent, on est des balances ou on est des homos. On génère des centaines de millions de streams dans la musique. C'est pas une coïncidence si on est tous homos ou tous des balances. Ils postent ce genre de trucs même si c'est faux. Le but c'est de déstabiliser la communauté hip-hop. Je possède la musique qui va sortir demain. Écoutez-la. Quand il y a une meuf près de moi, je la ken 2 fois par jour. Demandez à certaines de vos faves. La techa ne me contrôle pas, mais c'est comme un stimulant. Gros cœur sur les homos, mais une bonne techa juteuse, c'est ça mon truc. J'ai grillé des feux rouges pour pouvoir ressentir ça. Vous êtes bizarres ici, comme des diables. Ouah, ok Meek Mill. Dis-nous que tu veux pas sortir du placard sans nous dire que tu veux pas sortir du placard. Mais tranquille, tu fais comme t'as envie. Si tu veux faire des fêtes privées avec Didi, ça te regarde. Je peux comprendre l'engouement des gens jusqu'à un certain point, car Didi c'est pas qu'une question de sexualité, c'est de la perversion, du rapport de force. Mais il y a sans doute un petit détail que beaucoup de gens oublient. Être homo, c'est pas un crime. Par contre, coucher avec des mineurs, c'est légèrement illégal. Revoyez l'ordre de vos priorités s'il vous plaît. En plus des agressions sexuelles et de la drogue, le truc de Didi c'est aussi la violence. C'est comme ça qu'il maintient son entourage dans la peur. D'après Lil Rod, il possède des armes qu'il distribue à son staff et il profère des vraies menaces. Lil Rod revient sur un incident qui aurait eu lieu en septembre 2022 dans un studio de Didi. Le fils de Didi, Justin Combs, est aussi présent avec un ami à lui. On l'appelle seulement G dans la plainte. Didi, Justin et G commencent à se disputer. Le ton monte et ils vont tous les trois dans les toilettes du studio. Pendant ce temps, Lil Rod est présent à côté. Il ne voit pas, mais il entend tout. À un moment donné, des coups de feu retentissent et c'est en fait G qui est touché au niveau du ventre. On est dans les quartiers chics de Los Angeles, ok? Donc la police arrive. Une ambulance arrive aussi pour G. À l'époque, il y a un article de presse qui parle de l'incident, mais était mal l'article. On a tiré sur un homme dans la rue devant un studio d'Hollywood. Aucune photo, aucune mention de Didi. Vous trouvez pas ça bizarre? D'habitude, les journalistes ne se font pas prier pour utiliser le nom d'une star pour leur gros titre. Mais là, rien. D'après Lil Rod, voilà ce qui s'est passé après les coups de feu. Didi et Justin se sont barrés quelque part avant que la police arrive. Et avant ça, Didi a donné de claires instructions à Lil Rod et toute son équipe. Il devait dire à la police que G s'est fait tirer dessus dehors, devant le studio, par un inconnu. La police a accepté cette version grotesque, alors qu'ils sont entrés dans le studio et ont constaté l'état des toilettes. Mais Lil Rod prétend que Didi a des contacts dans la police via son chef de la sécurité et qu'il est capable d'étouffer ce genre d'affaires. Concrètement, Lil Rod ne saurait pas dire qui de Didi ou Justin a tiré sur G, ni même ce qu'il s'est exactement passé dans ses toilettes, car il était dans la pièce à côté et il pouvait seulement entendre. Lil Rod décrit Didi comme un grand malade, capable de tout, le genre qu'on n'a pas envie de contrarier. De toute façon, il a ses techniques pour convaincre les gens. Didi changeait
changeait souvent son approche. Il passait de promettre la lune à Lil Rod, puis à le menacer physiquement. Diddy menaçait Lil Rod de lui manger le visage et l'a informé qu'il serait prêt à tuer sa propre mère, Janice Combs, s'il le fallait pour avoir ce qu'il veut. Donc il n'hésitera pas à le blesser lui. Diddy se serait vanté d'être à l'origine de la fameuse fusillade de 1999 dans un club de New York. À cette époque, Diddy faisait la fête avec Jennifer Lopez et Shyne, un artiste signé dans son label. Une embrouille a éclaté et des coups ont été tirés, blessant une femme au visage. Shyne avait plongé pour tout le monde à cause de cette histoire. Il a fait des années de prison. Aujourd'hui, Lil Rod rapporte un modus operandi qui rappelle étrangement ce que Cassie nous avait dit. Rappelez-vous, elle avait dit que Diddy l'a forcé à porter son arme dans son sac à main. C'est en fait une tactique pour faire facilement rentrer des armes dans des lieux publics. Diddy a raconté à Lil Rod que sa copine de l'époque, Jennifer Lopez, a transporté le gun dans la boîte et le lui a passé quand l'embrouille a commencé. Et vous savez le plus drôle, c'est que la victime, la femme qui s'était pris une balle dans le visage, avait toujours crié haut et fort que c'était bien Diddy qui lui avait tiré dessus, et pas Shyne. Elle a eu connaissance de cette nouvelle plainte et elle a réagi sur TikTok en disant « En gros, je vous l'avais bien dit depuis le début. Diddy lui a aussi pourri la vie depuis toutes ces années car elle connaît la vérité. » Il y a tellement d'informations dans cette plainte et dans toutes les plaintes qui ont été déposées contre Diddy. Meek Mill, c'est loin d'être le sujet le plus important. Ça fait froid dans le dos de lire toutes ces horreurs. En plus de tout ça, Lil Rod dénonce le fait que Diddy aurait refusé de le payer équitablement pour son année de travail et sa contribution au Love Album. The contract that they gave me and the offer that they gave me was just disgusting. The producer fee, pennies, and on top of that, these guys are trying to steal my publishing. I can't go for that, so I'm fighting back. He's a fighter. But I'm gonna put in this fight. I gotta do it for myself, my rights, and most importantly, my kids. Taking my publishing or stealing it, I'm not gonna let that happen. Donc voilà, je pense que le vrai souci de Lil Rod est là, le fait que Diddy veuille lui prendre ses droits d'auteur. Il y a déjà un accord qui avait été pris avant de faire l'album. C'était pas énormément d'argent, mais je pense que Lil Rod était prêt à s'en accommoder, tout comme il s'est accommodé de tout ce qu'il a supposément vécu en travaillant avec Diddy. Il a bien attendu que l'album soit fini, et comme Diddy n'a pas voulu payer ce qu'il lui devait, il a porté plainte en incluant des trucs qui dépassent les histoires de droits d'auteur. Je le juge pas, hein, et je ne remets même pas en question son témoignage. Tout ce qu'il dit m'a l'air parfaitement plausible. Mais c'est la même chose qu'on a eu avec Cassie, une victime qui veut pas forcément que son agresseur aille en prison, mais qui veut l'argent. Sauf que Lil Rod, c'est pas une petite chanteuse light skin au visage d'ange, c'est un homme noir adulte qui a visiblement pas assez d'argent pour se payer un vrai avocat. Il est parti chercher Tyrone Blackburn, l'avocat qui passe plus de temps sur les réseaux sociaux qu'au tribunal. Je sais pas si vous vous rappelez de lui, il avait représenté Sabrina Peterson contre T.I. et Tiny et Jennifer Hoth contre Nicki Minaj et Kenneth Petty. Et qu'est-ce que ces affaires ont en commun? La défaite. Donc j'espère que quand il nous certifie que son client a des preuves tangibles, il est bien sûr de lui. Breaking news right now, we're following the Department of Homeland Security conducting a raid at a house in Holmby Hills, believed to be connected to Sean Combs, the rapper and music executive, perhaps being linked to a sex trafficking investigation. Ceci n'est pas un exercice. La police est vraiment partie soulever les matelas de Diddy dans sa villa de Los Angeles, ainsi que dans sa villa de Miami. Depuis que cette info est sortie, on a été bombardé d'updates en tout genre. Difficile de faire le tri dans tout ça. Mais on va se calmer ensemble, on va s'asseoir et on va parler. Depuis plusieurs mois maintenant, Diddy accumule les plaintes contre lui, la plus connue étant celle de Cassie qui a dénoncé des violences physiques, psychologiques, le grand V, possession d'armes, etc. Et plus récemment, on a eu le producteur Lil Rod qui est aussi allé très loin dans ses accusations en mentionnant l'aspect bande organisée des soi-disant crimes de Diddy. Allez voir mes vidéos précédentes pour avoir tous les détails. Là, il faut être à jour les gars, parce que ça s'accélère. La police n'est pas vraiment intervenue durant toutes ces procédures, pour la simple raison que Diddy
Diddy n'est jamais attaqué au pénal, mais toujours au civil. On ne cherche pas à ce qu'il soit arrêté et mis en prison, mais plutôt à ce qu'il paye des indemnités. Mais avec tous les crimes et délits détaillés dans toutes les plaintes, si les forces de l'ordre s'y intéressent, elles peuvent décider d'ouvrir une enquête. Et on dirait que c'est ce qu'il se passe. Homeland Security a confirmé officiellement que ce raid a eu lieu dans le cadre d'une enquête coordonnée par le bureau de New York. Mais attention, il ne précise pas la nature de l'enquête, ni qui est la cible principale. Le raccourci a été très vite fait vers les affaires de trafic sexuel, trafic d'êtres humains, mais on dirait que ça c'est plus des suppositions faites par les médias. Certains médias disent qu'une source leur a confirmé que l'enquête portait sur le trafic d'êtres humains. J'ai vu aussi un article qui disait que l'équipe du Homeland qui a fait le raid serait spécialisée dans le trafic d'êtres humains, etc., etc. Il y a aussi son possible dossier RICO pour ses supposés crimes en bande organisée. Ça ferait du sens qu'ils ouvrent une enquête de ce type, mais encore une fois, pas de confirmation. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les opérations ont été menées par le Homeland Security, c'est-à-dire la police intérieure pour la sûreté du territoire. C'est une opération de grande envergure qui a coordonné les efforts de la police de Miami et de Los Angeles en simultané. Ils ont sorti tout le monde de la maison, donc les employés de Diddy et aussi 2 de ses fils, Justin Combs et King Combs. L'image du jour, c'est les 2 fils Combs menottés dans le jardin. Image impressionnante, triste pour certains, pour d'autres non, parce que Justin et King, respectivement 30 et 25 ans, ce sont des adultes. Et par exemple, Justin était cité dans la plainte de Lil Rod comme complice de Diddy, qui lui sert de rabatteur pour attirer les plus jeunes filles et les droguer. Donc bon, chacun son appréciation. Par contre, détail à préciser, c'est qu'ils ont seulement été menottés dans le cadre de l'opération du Homeland, juste pour les neutraliser le temps que le raid se fasse. Ils n'ont absolument pas été arrêtés. D'ailleurs, on a retrouvé King quelques heures après en train de galoche sa meuf sur IG Live. Dégueulasse. En tout cas, ils vont bien. Du coup, on peut se demander, est-ce que les menottes étaient nécessaires? Une autre question très importante, c'est sans doute où est Sean Diddy Combs? Le frère de l'amour, c'est comment? On est en train de retourner ta maison avec tes gosses dedans. Bah, je vous la fais dans l'ordre où on l'a reçu. Breaking news, le jet privé de Diddy a été repéré sur une île caribéenne. Diddy a pris ses lunettes et 2-3 caleçons et il a libéré les lieux. Ou en tout cas, c'est ce qu'on a cru, jusqu'à ce qu'on le retrouve devant l'aéroport de Miami en train de réfléchir à sa vie. I guess you wonder what's gonna happen next, Diddy. Ok, donc le mec n'a absolument pas fui le pays, c'est déjà une bonne chose. À côté de ça, on a aussi appris qu'un certain Brandon Paul a été arrêté pour possession de drogue. Ça peut éventuellement devenir une info importante car Brandon est un proche de Diddy. Lil Rod le cite dans sa plainte comme étant son fournisseur de drogue. I'm nodding like I understand, but I'm not so sure I do. Voilà un peu les infos qu'on a sur cette histoire qui a pris tant de place dans les médias. Alors vous vous doutez bien que plusieurs personnes ont réagi. Karisha était là-bas sur Twitter en train de faire la chaude. Elle a mis un hashtag CFWU qui veut sans doute dire Can't fuck with us, donc vous pouvez pas nous atteindre en gros. Quelqu'un demande où est Karisha dans tout ce bordel. Elle répond je suis juste là, y a quoi? Puis elle tweet encore j'ai laissé Santana choisir ma coiffure du jour. Moi je suis trop énervée. Voilà, donc si vous vous demandiez ce qu'elle fait pendant ce temps, elle fait la maligne. L'avocat de Cassie, Douglas Wigdor, a fait une déclaration officielle. Nous allons toujours soutenir les forces de l'ordre quand il s'agit de chercher à poursuivre ceux qui violent la loi. Nous espérons que ceci sera le commencement d'un processus visant à tenir Monsieur Combs responsable de sa conduite dépravée. Bah écoute, merci Douglas. C'est vrai que toi et ta cliente, quand il s'agit de tenir les gens responsables, vous avez préféré passer un accord et avoir l'argent. Mais ok, pas de souci. Chacun son chacun, n'est-ce pas? En tout cas, on peut pas nier que c'est la plainte de Cassie qui a provoqué la réaction en chaîne derrière. Donc ils ont joué un rôle d'une certaine manière. Mais calmez-vous quand même. Maintenant, la déclaration de l'avocat de Diddy, Aaron Dyer. Et je vous dis tout de suite, il est pas content. Hier, il y a eu une dégoûtante utilisation des forces de l'ordre à un niveau militaire, alors que des mandats de perquisition étaient exécutés dans les résidences de Monsieur Combs. Il n'y a aucune excuse pour l'usage excessif de la force et l'hostilité déployée par les autorités ou la façon dont ses enfants et employés ont été traités. Monsieur Combs n'a jamais été détenu, mais a parlé et a coopéré avec les autorités. Malgré les spéculations des médias, ni Monsieur Combs, ni aucun membre de sa famille n'a été arrêté, ni n'a été restreint dans sa capacité à voyager. Cette embuscade sans précédent, couplée à une présence médiatique
médiatique avancée et coordonnée a conduit à un jugement prématuré et précipité sur Monsieur Combs et n'est rien de plus qu'une chasse aux sorcières basée sur les accusations sans mérite faites dans les plaintes civiles. On n'a trouvé aucun lien criminel ou de responsabilité civile par rapport à aucune de ces allégations. Monsieur Combs est innocent et va continuer de se battre chaque jour pour blanchir son nom. Now, you done pissed me off. Vous voyez, malheureusement, on peut pas redire grand chose à son discours. Personnellement, j'ai pas plus d'empathie que ça pour Diddy, pour des raisons évidentes. Et ça me pose aucun problème si on ouvre une enquête sur lui et s'il part en tôle. Aucun problème. Et peut-être que c'est ce qui est en train de se passer. Mais je crois que tant qu'il n'y a pas de déclaration officielle, il faut doser un peu sur les célébrations. On peut et on va suivre de très près ce qui se passe. Mais pour le reste, il faut se calmer. Un raid de la sécurité intérieure, c'est évidemment pas anodin. Mais c'est pas comme si Diddy était un vagabond du village du coin en fait. Il a sa petite fortune et il a du pouvoir. Il est capable de s'en tirer. En attendant, le Homeland a retourné ses villas et a récupéré tous ses appareils électroniques. Voyons ce qu'ils vont trouver. Rodney Jones, a.k.a. Lil Rod, a.k.a. le cauchemar de Diddy, est de retour. Il a sorti une nouvelle version de sa plainte et en profite pour clarifier 2-3 trucs, en même temps que traîner des gens supplémentaires dans la boue. C'est marrant parce qu'il a déposé sa plainte au même moment où le Homeland prenait d'assaut les villas de Diddy. Dedans, il revient par exemple sur l'histoire de G, l'ami de Justin Combs, qui s'était fait tirer dessus possiblement par Diddy alors qu'ils étaient tous dans un studio d'enregistrement d'Hollywood. Ça, c'est ce que Lil Rod avait déclaré, que Diddy, Justin et G s'étaient disputés dans les toilettes du studio et qu'il a entendu des coups de feu. G avait gravement été blessé. Lil Rod lui a porté secours comme il a pu jusqu'à ce que l'ambulance arrive. Diddy aurait ordonné à toutes les personnes présentes de mentir à la police et de dire que G s'était fait tirer dessus dans la rue devant le studio. Ensuite, il se serait barré avec Justin avant que la police n'arrive. D'après Lil Rod, la police avait vu l'état des toilettes du studio, mais a quand même accepté la version de « il s'est fait tirer dessus dehors ». Et c'est la déclaration officielle que la police va faire ensuite à la presse. En plus de ça, le studio d'enregistrement et l'avocat qui le représente affirment aussi que G s'est fait tirer dessus dehors. Cette semaine, Lil Rod maintient sa déclaration et donne des arguments. Alors déjà, d'après lui, Diddy était bien présent au studio ce jour-là, car il a cette photo de lui sur le parking et datée du jour de l'incident. Ensuite, la version de « il s'est fait agresser dehors » ne tient pas, car ça n'explique pas le sang dans les toilettes. À noter que le studio là, c'est en fait tout un bâtiment avec plusieurs studios d'enregistrement. C'est un lieu sécurisé avec une réception, des gardes à l'entrée, etc. Comment quelqu'un qui ne pouvait plus marcher à cause de ses blessures a parcouru tout le bâtiment pour arriver tout seul jusqu'aux toilettes du studio G et commencer à se vider de son sang là-bas? Voilà un peu les contre-arguments que Lil Rod apporte. Lil Rod détaille encore plus comment est organisé le réseau de Diddy, les différents membres de son équipe et leur rôle. Le producteur Stevie J qui recrute des prostituées et participe aux Freak-Offs, les soirées délurées de Diddy. Justin Combs qui recrute aussi des prostituées ou des filles mineures. Et tant qu'à faire qui participe aussi aux Freak-Offs. Brandon Paul qui fournit et transporte la drogue et les armes. Aussi un certain Frankie Santella qui travaille en binôme avec Brandon. Frankie transporte l'argent pour la drogue et les armes. Moy Bone recrute aussi des prostituées et participe aux Freak-Offs. Et bien sûr au sommet de la pyramide, Christina Koram, la chef d'équipe qui coordonne tout, et Lucian Grange, le patron d'Universal, qui est aussi visé par la plainte car ce serait finalement lui la plus grosse source de financement de tout ce bordel. Lil Rod cite Young Miami à 2 endroits notables de la plainte. Déjà lorsqu'il parle de l'organisation autour de la drogue de Diddy, tout est fait pour qu'il ait toujours sa dose. Par exemple, vous vous rappelez le staff qui doit porter des bananes remplies de drogue en permanence pour pouvoir fournir Diddy à tout moment. Et ben un jour, Diddy voulait du Tootsie, apparemment un mélange d'ecstasy et de cocaïne. Et Brandon avait oublié d'en apporter. Mais c'est pas grave, Young Miami était là, prêt à rendre service. Diddy et son équipe répétaient pour le festival Something in the Water, en Virginie. Lil Rod a personnellement été témoin de Diddy qui faisait des rails de coke dans son dressing. Diddy voulait du Tootsie, mais Brandon avait oublié. Donc Christina Koram a appelé Young Miami, qui a ensuite apporté ça en jet privé depuis Miami. Voilà, donc d'après Lil Rod, Young Miami a aussi joué la mule pour Diddy en transportant de la drogue à travers le pays. Maintenant, il se trouve que quelqu'un a sorti des vidéos qui prouvent, ou en tout cas qui veulent prouver, que Lil Rod ment. Ce sont des vidéos de Karesha en train de regarder Diddy à la télé faire son festival, comme pour dire qu'elle n'était pas avec lui à ce moment-là. Daddy!
On peut voir la date et le lieu, New York. Moi je veux bien, hein. Mais déjà Lil Rod n'a jamais dit que Young Miami était restée pour voir le festival. Il a dit qu'elle était venue au moment des répétitions. Et puis New York, Virginie, c'est juste 1 heure d'avion. Donc elle aurait très bien pu faire Miami-New York et s'arrêter en chemin pour déposer la drogue. En jet privé ça se fait, non? Donc voilà, vos preuves là vous pouvez les garder. Sinon à part ça, Young Miami est une escorte. On a enfin résolu le mystère de son histoire d'amour avec Diddy. Tout comme il se fournit en drogue, Lil Rod détaille comment Diddy se fournit en femmes. En plus de ses escortes occasionnelles qu'il se fait livrer pour ses freak-offs, il aurait aussi des régulières. Robin Greenhill, son comptable, s'assure que les transferts de fonds ou les paiements cash pour les escortes soient effectués. Bon, à chaque fois c'est écrit travailleuse du sexe, mais je préfère dire escorte, même si c'est pas tout à fait pareil. C'est juste que là c'est un mot qui va beaucoup revenir, donc épargnez-moi s'il vous plaît. Christina Koram négocie les frais et s'assure que les escortes sont payées de l'une des manières reprises ci-dessus. D'après Lil Rod, Diddy s'est vanté d'avoir plusieurs femmes en salaire mensuel. D'après Lil Rod, les femmes qui recevaient ces paiements étaient Karesha, aka Young Miami, Jade Ramey et Daphne Joy. Oh non, donc finalement ce n'est qu'une histoire d'argent entre eux. D'après Young Miami, on se trompe sur toute la ligne. Je sais pas exactement sur quelle ligne, la drogue ou le salaire mensuel, mais en tout cas on se trompe. Elle a réagi sur Twitter. Vous acceptez n'importe quoi. Quelqu'un de très insolent lui répond « Et toi, tu acceptes 250K par mois ?» Young Miami répond « Quelque chose qu'Internet a inventé et vous courez avec ça. Les gars ne payent même pas ça pour une pension alimentaire. Pourquoi un mec voudrait me payer 250K ? Pourquoi faire ? » Non mais attends, c'est à toi de nous le dire ça, Karesha. Après c'est vrai que le montant des 250K, on l'a sorti de notre chapeau. Mais sinon le salaire mensuel va falloir s'expliquer. Franchement si on part du principe que Lil Rod ne ment pas, je dirais pas que je suis surprise. Young Miami n'a jamais caché qui elle est. En fait elle s'est montrée plutôt claire à travers sa musique, à travers tout son concept des City Girls et aussi ses propres paroles. On today's episode of Having a Good Pussy, so I'm leaving Bell Harbor, you see? Yeah, I'm leaving Bell Harbor. I just finished shopping. I'm in a Maybach, white on white, bitch, everything okay. That's what a good pussy get you. Outside with the vibe. I'm in the Maybach, you know it's blacked out. This pussy good, I make a nigga tap out. Thank you, Poppy. I just had a conversation with somebody the other day. I said, I'm really, like, I'm a, like, with a W, like, I'm a. But define that. Like, I'm a. Like, I'm very, like, I'm a. Tout ça c'est très explicite, mais je crois que mon cerveau avait pas totalement tilté. Le problème c'est que de nos jours on fait des distinctions qui n'ont pas de sens. Escort, sugar baby, modèle OnlyFans, prostituée, tout ça c'est pareil en vrai. Et au moins avec les prostituées vous savez à quoi vous attendre. C'est un prix, un service. Tout le monde fait ce qu'il veut au final. Dans la plupart des pays occidentaux c'est légal. Mais le problème c'est quand toutes ces prostituées déguisées investissent l'espace médiatique. Elles se présentent comme des coachs sportifs, des modèles Instagram, des rappeuses, des stars de télé-réalité et sans se déclarer officiellement, l'air de rien, elles sèment leur mentalité tordue dans les médias sous couvert de divertissement. Bref, tout ça pour dire que le monde est méchant, faites attention. Pendant ce temps, Diddy a l'air d'aller bien. Il marche dans la rue avec ses filles en posant pour les caméras. Regardez, même les jumelles sourient, comme si le Homeland vient de les appeler pour dire qu'ils ont fini de détruire toutes les preuves. Diddy est même allé faire un lunch avec des amis. Je la sens pas du tout cette histoire. Regardez ça, ça c'est la tête de quelqu'un qui n'ira pas en prison. Une victime collatérale de cette histoire, c'est sans doute 50 Cent. Mais je crois qu'il est plutôt content de la situation. C'est difficile de savoir avec lui parce qu'il fait tout le temps le malin. Bref, vous avez peut-être capté le nom d'une autre escorte que Lil Rod a citée, Daphne Joy. Il se trouve que Daphne Joy, c'est une des baby mamas de 50 Cent. Leur fils est né en 2012 et ils sont restés ensemble entre 2010 et 2012-2013. Daphne est assez discrète, elle est active sur Instagram mais elle réagit rarement aux actus. Là, elle a direct démenti les déclarations de Lil Rod. Je suis sincèrement blessée par les mensonges dans la plainte de Rodney Jones. L'affirmation comme quoi je suis une escorte est 100% fausse et c'est de la diffamation. J'ai contacté un avocat pour explorer tous les remèdes légaux contre Rodney et son avocat.
Mais trop tard, j'ai envie de dire. 50 Cent était déjà sur le dossier. De toute façon, lui, il prépare un documentaire du genre Surviving Diddy. Ça fait des mois, voire même des années, qu'il est sur ses côtes. Et je crois que la raison se précise de plus en plus. Je savais pas que t'étais une escorte. Toi, la petite escorte. Lol. Yo, ce truc, c'est un film. Il a l'air de trouver ça drôle. Mais en fait, pas du tout. Parce que dans le même temps, il a décidé de demander la garde exclusive de l'enfant qu'il a eu avec Daphné. Les choses sont ce qu'elles sont. On se voit au tribunal des affaires familiales. Escorte. Daphné ne l'a pas très bien pris, bien évidemment. Elle vient sur Insta démarrer une sauce. Tu sais que c'est mauvais signe quand on t'appelle par ton nom complet. Curtis James Jackson. Tout est une blague pour toi, jusqu'à ce que notre sécurité soit compromise. Et c'est le cas maintenant. Tu provoques de vrais ravages, frénésie et chaos dans la vie des gens. Comment tu te sentirais si Cyril était celui qu'on avait menotté? Pour rien. Nous avons déménagé à New York pour te donner l'opportunité d'être un père pour ton fils. Et tu l'as vu 10 fois pendant les 2 ans qu'on a vécu à 1,5 km de toi. Je suis fatiguée de tenir et protéger une image pour notre fils que tu n'as jamais mérité. Concentrons-nous vraiment sur les véritables actions diabolique venant de toi, qui m'a violée et qui m'a maltraité physiquement. Tu n'es plus mon oppresseur et mon Dieu va se charger de toi à partir de maintenant. Tu as endommagé de façon permanente les derniers espoirs que j'avais pour toi en tant que père, pour préserver notre famille avec ces dernières déclarations faites contre moi. Tu as blessé notre cœur pour la toute dernière fois. Ok, donc 50 Cent voulait protéger son fils d'un environnement malsain et il se retrouve accusé d'être un père absent en plus d'un homme violent et d'un violeur. Tu as déménagé à 1,5 km dans l'espoir d'avoir un autre bébé avec moi, mais j'étais occupée. Alors tu as redéménagé et puis tu as commencé à recevoir de l'argent de Brother Love. Et maintenant voilà où on en est, petite escorte. Vous savez, c'est pas la première fois que 50 Cent affiche Daphné publiquement par rapport à Diddy. En fait, ça remonte au début de la relation de Diddy avec Daphné. Les blogs commençaient à poster qu'on les soupçonnait d'être ensemble. Et 50 Cent avait commenté la nouvelle. Et merde, c'est ta maman là-bas avec Puffy. Lol, rappelle-toi ce que je t'ai dit l'autre jour. Ces pétasses sont folles. Daphné lui demandait alors de la laisser tranquille. S'il te plaît, arrête de me faire ça. Je ne te dérange jamais et je suis une mère extraordinaire pour notre fils. Est-ce qu'on peut juste se concentrer sur ça, s'il te plaît? Elle avait aussi écrit un long texte qui sous-entendait que 50 Cent voulait pas la laisser passer à autre chose et revenait l'embêter chaque fois qu'elle était à nouveau heureuse, malgré que leur relation était finie depuis plus de 10 ans. Et d'ailleurs, vous savez c'était quand ça? Quand Daphné a commencé à sortir avec Diddy? C'était vers septembre 2022. Et à ce moment-là, Lil Rod avait déjà commencé à travailler sur le Love Album. Ça coïncide avec les dates. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, c'est chaud. Je sais pas si 50 Cent va aller au bout de sa démarche de demander la garde. Il a des raisons de s'inquiéter, vu comment il parle publiquement de Diddy, c'est pas très rassurant que son fils soit là-bas. Après, pour le reste, escorte ou pas escorte, violeur pas violeur, c'est au juge de décider. All of these big dick deviants is all catching hell in 2024. It's up for all of them. It don't matter if you Diddy or whoever you is. TG Jakes, any of them. All lies will be exposed. That's all. Bah écoutez, on continue de citer Cat Williams, parce que vous voulez pas comprendre. Ça vaut pour toute l'année ça. C'est bon ou pas? Certains d'entre vous ont cru qu'on avait oublié Diddy, mais en fait pas du tout. On n'échappe pas à son destin. Et d'ailleurs, j'ai une autre citation pour vous. À bon entendeur. Anytime they make you into that position, part of that contract is you do understand whenever we want to take you down, we can, right? CNN a dévoilé en exclusivité les images d'une vidéo de surveillance montrant Diddy en train de violenter Cassie. C'est pas de dos, c'est pas la nuit dans un coin sombre, c'est pas à 500 mètres de distance, c'est pas des photos sorties de leur contexte, c'est une vidéo, c'est Brother Love en train de kickboxer Cassie en direct de l'Intercontinental de Los Angeles, ok? Yes, Jake, this is incredibly disturbing footage, so I do want to warn our viewers, as you did. Il n'y a pas grand chose à ajouter sur le contenu de la vidéo. Je crois qu'on a rarement vu des images incriminantes aussi limpides et qui affichent des personnalités connues. Voilà ce que ça donne quand plus personne vous protège.
Pour le contexte, vous pouvez vous référer à la fameuse plainte de Cassie dans laquelle elle détaillait cet événement et on dirait que ces déclarations concordent plus ou moins avec ce que l'on voit sur les enregistrements. Vers mars 2016, pendant un freak-off à l'hôtel intercontinental de Century City à Los Angeles, Diddy était extrêmement drogué ou alcoolisé et a frappé Cassie au visage, lui donnant un œil au beurre noir. Après qu'il se soit endormi, Cassie a essayé de quitter la chambre d'hôtel, mais alors qu'elle sortait, Diddy s'est réveillé et a commencé à crier sur Cassie. Il l'a suivie dans le couloir de l'hôtel en criant. Il l'a attrapée, puis il a pris des vases en verre dans le couloir et les a jetés sur elle, ce qui a fait des éclats de verre autour d'eux alors qu'elle courait vers l'ascenseur pour s'enfuir. Elle raconte ensuite qu'elle finit par réussir à partir ce jour-là. Elle est partie en taxi vers son appartement, mais très vite elle a pris peur et elle s'est dit que sa fuite risquait d'énerver Diddy encore plus et qu'il y aurait des représailles. Alors elle est revenue à l'hôtel, carrément pour s'excuser auprès de Diddy, s'excuser d'avoir pris la fuite après un freak-off et une bastonnade. Bref, c'est pas ses excuses, l'important c'est que quand elle revient à l'hôtel, elle tombe sur l'équipe de la sécurité qui lui dit en gros « Mais t'es ouf, qu'est-ce que tu fais là ?» Parce qu'ils auraient vu les images de vidéosurveillance. Là, ce sont les suppositions de Cassie. Même dans la plainte, elle ne prétend pas que la sécurité lui a clairement dit avoir vu les images. Elle dit que leur comportement le suggérait. Autre déclaration pas sûre à 100% dans la plainte, Diddy aurait payé l'hôtel $50,000 pour récupérer les images de vidéosurveillance. On n'a pas de preuves de tout ça, mais c'est quand même important de le savoir parce que c'est ce qui forge certaines spéculations qu'on peut trouver sur les réseaux. Je vous ai dit, les images parlent d'elles-mêmes, donc tout ce qui nous reste à faire, c'est de débattre entre nous. Première question, pourquoi on nous balance des images comme ça 8 ans plus tard? Pourquoi maintenant? Évidemment, c'est difficile de ne pas lier tout ça à la soi-disant enquête pour trafic sexuel, trafic d'êtres humains. Enquête dont on n'a toujours pas eu la confirmation d'ailleurs. Je vous dis, le plus dur dans cette histoire, c'est de rester calme. Sinon, on peut croire que Diddy part en prison demain. Mais en vrai, concrètement, pourquoi il irait en prison? Toutes les plaintes contre lui sont des attaques civiles. Jusqu'à preuve du contraire, il ne fait pas l'objet d'une enquête. Et la vidéo de surveillance le montre entre guillemets seulement en train de frapper Cassie il y a 8 ans. Il y a prescription pour cet acte-là. On ne peut plus le poursuivre. La police de Los Angeles a sorti une déclaration officielle pour nous dire qu'effectivement, tout ça c'est bien choquant, mais il n'y aura pas de suite en termes pénals. Clairement, si on l'avait pris en train de faire le grand V, on aurait pu agir, mais pour le kickboxing, c'est trop tard. Tout ce que ça va faire, c'est définitivement détruire sa réputation, tout comme les 12 plaintes et tout comme les perquisitions dans ces villas qui ont été massivement relayées dans la presse. Moi je sais pas, je suis comme vous, je m'interroge. Et malheureusement, je crois qu'on va devoir faire nos avocats casse-couilles. Ça ressemble vraiment à une chasse aux sorcières tout ça. Pourtant, vous savez, je crois Cassie et la plupart des rumeurs qui tournent sur Diddy. Mais je trouve que c'est beaucoup de spectacles. Des os à ronger pour le peuple. I gotta give a special thank you to the people that was really like there for me. Bishop T.D. Jakes, my chief of staff, Christina Coram, Lorianne Gibson, keeping me free. Yeah, and also Cassie for holding me down in the dark times. Love. En fait, ce qui se dit, c'est que Diddy aurait énervé les mauvaises personnes quand il a eu ses litiges avec le propriétaire de sa marque de boissons alcoolisées, Ciroc. En fait, c'était pas vraiment sa marque, mais bon, ça c'est une autre histoire. Il a accusé Diageo, les vrais propriétaires de la marque, de racisme envers sa personne. En janvier, il a abandonné sa plainte et retiré ses accusations. Depuis, il s'est aussi fait complètement lâcher par la marque à cause de ses problèmes avec la justice. Il bosse plus du tout avec eux. Il avait aussi eu des soucis avec Warner Bros. Parce que chaque année, il se déguise en Joker pour Halloween, tout en faisant la promo de Ciroc. Il a été contacté par leur avocat pour le contraindre à arrêter, et il avait pas aimé. Il avait même fait une vidéo pour les blâmer, et il s'est déguisé en Batman à la place. Donc pas sûr que Warner ait apprécié le foutage de gueule. Donc voilà, toutes ces petites histoires ont été suivies par la plainte de Cassie, et les 20 autres derrière, et la perquisition, et la vidéosurveillance. That's weird. That's suspicious. De toute façon, Kanye, il avait dit que Diddy, c'est un pion que les démocrates utilisent pour contrôler la communauté noire. Il lui donne de l'argent et un peu de pouvoir et il le laisse terroriser son entourage et en échange, il encourage les noirs à voter. Il prend position pour que Sha'Carri Richardson continue de fumer du shit. Il raisonne Kanye quand il dérape. C'est juste qu'avec le temps, il a pris la confiance et il a cru qu'il pouvait s'exprimer publiquement contre les Grammys, contre les grandes corporations qui discriminent les noirs, contre son partenaire Diageo, contre Warner Bros.
libre, totale roue libre. Au moins l'avantage de tout ce cirque, c'est que maintenant tout le monde sait ce que Didi a fait. Je pense que là, on a atteint le point de non-retour en ce qui concerne l'opinion publique. En plus, Cassie a eu son argent et elle semble avoir une vie saine et être enfin heureuse. Ça, c'est le côté positif. Mais du côté sombre, on a des artistes sans leurs droits d'auteur, une liste de victimes longue comme le bras et une justice à 12 vitesses. Deuxième question, comment CNN a eu les images? Le blogueur Perez Hilton crie partout que c'est le Homeland qui a donné les images à la presse. En fait, sa théorie, c'est que si on part du principe que Didi avait acheté la vidéo pour $50 000, comme l'a dit Cassie, alors la police l'a sans doute prouvé durant leur perquisition. Et c'est ainsi qu'ils l'ont fait fuiter. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, c'est bizarre d'acheter la preuve de son crime et de la garder pendant 8 ans. Le but, c'est pas de la détruire. Je sais pas s'il y a des criminels qui veulent en témoigner en commentaire. Vous gardez comme souvenir ou vous détruisez? Troisième question, est-ce qu'on n'irait pas réouvrir 2-3 enquêtes, genre la fusillade dans le studio d'enregistrement que Lil Rod nous a raconté, ou l'autre fusillade dans le club de New York à l'époque, ou même la mort de Kim Porter? Pour elle aussi, il y a toujours eu de très grosses rumeurs de violence physique. D'après ce que l'ancien garde du corps et ce que les amis de Kim ont rapporté, elle avait en gros la même vie que Cassie. D'ailleurs, Didi a commencé par tromper Kim avec Cassie, si on peut dire ça comme ça. On n'est pas sur un couple traditionnel de toute façon. Oui bon, on va arrêter de compter. Vous avez capté, j'ai beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on fait de Karesha? Elle est innocente? C'est une victime? Ou c'est la chef Maquerelle? En ce qui me concerne, c'est peut-être pas la boss du cartel, mais elle était clairement au courant de ce qui se passait. Et même après la plainte de Cassie, elle a jamais pris ses distances. On va voir comment elle va se comporter maintenant. Mais même si elle retourne sa veste, on saura que c'est juste pour pas se faire cancel. D'ailleurs, en parlant de cancel, on fait quoi de toutes les célébrités qui ont défendu Didi ou qui ont tenu à lui apporter du soutien de quelque manière que ce soit? Busta Rhymes, Charlamagne tha God, Tyrese Gibson, Stevie J, Nick Cannon, The Game, la liste est longue. Cancel ou pas cancel, moi je m'en fous. Je trouve ça juste incroyable le nombre de célébrités qui ont toujours su ce que Didi faisait et qui ont quand même pris leur bouche pour le défendre. La plupart sont des gens qui le connaissent personnellement en plus. Pour ce qui est des réactions, l'avocat de Cassie s'est exprimé juste en disant que la vidéo qui retourne l'estomac ne fait que confirmer le comportement déroutant et de prédateur de Didi. Les mots ne peuvent exprimer le courage et la force que Cassie a démontré en faisant la lumière sur tout ça. Didi, lui, il est bien parti se cacher, et son avocat aussi d'ailleurs. En général, c'est ça qu'on fait quand on est filmé en serviette en train de tabasser une femme. On ferme sa bouche. It's so difficult to reflect on the darkest times in your life. But sometimes you gotta do that. I was fucked up. I hit rock bottom. But I make no excuses. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. I'm disgusted. I was disgusted then when I did it. I'm disgusted now. I went and I sought out professional help. I had to go into therapy, and go into rehab. Had to ask God for His mercy and grace. I'm so sorry. But I'm committed to be a better man each and every day. I'm not asking for forgiveness. I'm truly sorry. La saga Didi continue. Saison 12, épisode 27. L'hiver vient, la fin est proche. La prochaine étape, c'est retirer ses chansons des plateformes, donc investissez dans un disque dur. Il a été annoncé que Didi a été officiellement arrêté lundi à Manhattan dans le cadre de l'enquête conduite par le Homeland et supposément liée à des accusations de trafic sexuel. Je dis supposément car au moment de l'arrestation, la police n'a pas tout de suite confirmé. Plus tôt dans la soirée, des agents fédéraux ont arrêté Sean Combs sur base d'une mise en examen sous scellé soumise par le Southern District of New York, a dit le procureur. Il a dit que le bureau prévoit de dévoiler le document de mise en examen mardi matin et je cite « Nous en dirons plus à ce moment-là ».
La promesse du mardi a été tenue et c'est ainsi que l'on a eu accès aux 14 pages du dossier de mise en examen de Sean Combs, aka Puff Daddy, P. Diddy, PD, Love. Ok, je pense qu'on est tous raccords sur la cible. Le dossier repose sur 3 charges principales: racketeering, trafic sexuel et le transport de personnes dans le but de les prostituer. Between at least 2008 and the present, Combs abused, threatened, and coerced victims to fulfill his sexual desires. Prosecutors allege that Combs used his business empire to force women to engage in sexual acts with professional sex workers at events he called freak-offs. Franchement, on apprend peu de nouvelles choses dans le document. C'est un gros plagiat de la plainte de Cassie, et c'est normal. Le problème de base avec la plainte de Cassie, de Lil Rod et toutes les autres, c'est que c'était des plaintes civiles, donc de grandes chances qu'elles finissent en arrangement, et forcément 0 chance que Diddy finisse en tôle. Cassie a eu son argent, on est tous contents pour elle, mais le seul moyen d'obtenir réellement justice, c'était que le procureur s'intéresse au cas de Diddy et décide d'ouvrir une enquête qui aboutisse à un procès au pénal. Ils l'ont fait, c'est ce qui s'est passé, et c'est pour ça que la mise en examen se base beaucoup sur les révélations liées à Cassie. Donc par exemple, on va pas parler de Kim Porter, de la fusillade dans les années 90, ni des accusations faites par Lil Rod, comme la fusillade dans le studio d'enregistrement. Bref, donc le racketeering, ça va être toute une liste d'activités illégales faites par un groupe de gens, dans un effort coordonné pour obtenir un profit par tous les moyens, comme la fraude, l'extorsion, les pots de vin, la menace, la violence. C'est d'application ici parce que le procureur argumente que Diddy a développé toute une organisation de gens qui bossent pour lui dans ce but commun de faciliter ses activités illégales et ou sexuelles. C'est ce qu'il appelle l'entreprise Combs. Il n'y a pas d'autre nom que celui de Diddy dans le document. Mais comme on connaît les autres plaintes, on sait déjà que l'équipe de Diddy réunit notamment ses employés de maison, Christina Coram, sa chief of staff, ses gardes du corps, ou aussi par exemple le gars là, Brandon, qui lui obtenait sa drogue et qui avait été arrêté juste après les perquisitions dans ses villas. L'entreprise Combs œuvre pour le bien-être de Diddy. Et si vous voulez que le gars soit à l'aise, c'est pas compliqué. Il a besoin de sa petite drogue et ses petites sessions de freak-offs. D'après le document, l'entreprise Combs s'est chargée d'organiser ses séances, booker les chambres d'hôtel, faire venir des femmes en avion, préparer la drogue, etc. Les freak-offs pouvaient parfois durer plusieurs jours et le document confirme qu'ils étaient filmés. Diddy gardait précieusement les enregistrements et s'en servait pour s'assurer que ses victimes continuent de lui obéir. Si vous avez tabassé une go et que vous voulez éviter qu'elle soit vue par la presse, l'entreprise Combs est aussi là pour vous aider. Le document parle d'une victime qu'on a obligée, je cite, à rester cachée parfois pendant plusieurs jours d'affilée pour se remettre de ses blessures infligées par Combs, sans qu'elle soit vue publiquement. Les membres et associés de l'entreprise Combs ont aussi assisté Combs pour localiser et contacter des victimes qui ont tenté de fuir sa maltraitance. Besoin de soudoyer des témoins, mettre des coups de pression à des victimes pour qu'elles ferment bien leur bouche, se protéger contre d'éventuelles poursuites pénales? N'hésitez plus, une seule équipe à contacter. Le procureur dit qu'il possède au moins 2 conversations téléphoniques entre Diddy et des témoins et victimes, où il leur dit quoi dire comme version officielle pour couvrir ses crimes. Bref, donc voilà, l'entreprise Combs, c'est la mafia en gros. Toutes les activités qui sont listées, c'est comme dans les films. Kidnapping, corruption, incendie criminel. Là, il parle de quand Diddy a mis le feu à la voiture de Kid Cudi, car il sortait avec Cassie. C'était dans la plainte de Cassie et Kid Cudi avait confirmé. Travail forcé, trafic sexuel, drogue dure. On sait maintenant plus précisément ce que le Homeland a trouvé chez Diddy lors de ses perquisitions. 3 AR-15 sur lesquels on a effacé les numéros de série, des munitions, des drogues et les fameux enregistrements de certaines séances des freak-offs. Un bordel pas possible. Mais, même si la situation est complètement catastrophique pour Diddy, il faut quand même se rappeler qu'il s'agit que d'une mise en examen et que le procès n'a pas encore eu lieu. Certes, là c'est pas Lil Rod en face de lui, c'est le fucking procureur, mais quand même, Diddy n'est pas encore déclaré coupable. Du coup, son avocat continue de patauger dans les marécages du désespoir et donne ses arguments pour le défendre. Alors déjà, Diddy plaide non coupable. Il a dit qu'il est innocent. Vous allez faire quoi? Par rapport aux accusations de trafic sexuel, qui, comme je vous l'ai dit, se concentrent sur le traitement qu'il a infligé à Cassie, l'avocat de Diddy prend le parti de dire que leur relation était toxique. Il prétend que Cassie était d'accord pour participer aux freak-offs avec des escortes. Est-ce que c'est du trafic sexuel? Pas si tout le monde veut être là.
Pour ce qui est des armes de guerre qu'on a retrouvées chez Didi, l'avocat dit qu'elles appartiennent à son équipe de sécurité privée. Encore mieux, la vidéo de Didi en train de kickboxer Cassie dans l'hôtel. Pour l'avocat, ça ne montre absolument pas que Didi a tendance à être violent. C'était juste une altercation qu'ils ont eue car Cassie a appris que Didi sortait avec plusieurs femmes. What? Ça prouve que dalle, cherchez pas. Et en plus, Didi s'est excusé déjà pour cette histoire parce que, je cite, c'était un événement profondément embarrassant. Pour toutes ces raisons, Didi et son avocat demandent sa libération sous caution en attendant son procès. Il propose au juge une caution de 50 millions de dollars. Et pour bien montrer qu'il n'a pas l'intention de s'enfuir, il donne aussi son passeport et le passeport de tout le monde d'ailleurs. Sa mère, ses jumelles, ses fils, même le dernier bébé là. Personne va nulle part, c'est bon ou pas? Les fils s'engagent aussi à signer la proposition. Mais malheureusement, ou heureusement, ce n'est pas suffisant. He really kept his focus on the judge at times, looking at his attorney, but it was that moment when the judge said that bail was denied that he turned around and looked at his 3 sons who were in that courtroom and softly patted his chest. Pour le juge, c'est un trop grand risque de laisser quelqu'un comme Didi en liberté, sachant qu'il a des ressources et qu'il a montré qu'il était capable de violence et d'obstruction à la justice. L'avocat de Didi a annoncé qu'il comptait faire appel et donc va encore demander qu'on le libère sous caution. Voilà un peu les informations que l'on a pour le moment. Je vois pas trop comment Didi pourrait s'en sortir. S'il est reconnu coupable des 3 charges contre lui, il risque un minimum de 15 ans de prison, pouvant aller jusqu'à la perpétuité.